Alors, donc je vais vous parler du fait de la production au lait cru et avec l'enjeu, enfin le défi qu'on a d'assurer la maîtrise sanitaire tout en préservant et favorisant l'expression des microflores d'intérêt au service de la qualité des fromages. Donc ici, je vais parler fromage au lait cru. Au niveau de la structuration de mon exposé, je vais vous indiquer rapidement, je passerai un peu vite, mais juste pour que vous situez les travaux en France qui sont menés sur cette thématique, qui sont structurés dans un réseau qui s'appelle Fromage de terroir. Je parlerai des micro-organismes du lait et des fromages, le rôle bien identifié des microflores d'intérêt, même si on a encore pas mal de choses à poursuivre. Les outils d'appréciation de ces microflores et plus globalement des écosystèmes microbiens, la diversité microbienne et les liens entre le lait et les fromages. On focalisera ensuite plus sur le lait avec les réservoirs de flore, les origines de ces microflores et les principaux facteurs d'influence. Et j'ai mis en italique la dernière partie parce que je pense que mon exposé est assez long et j'essaierai quand même d'en dire quelques mots de comment on accompagne en France cette problématique donc de préservation des microflores d'intérêt tout en assurant la maîtrise sanitaire au niveau des laits. Donc en fait, les travaux, nous, ils sont structurés, c'est ce que je disais, dans ce qu'on appelle un RMT, c'est réseau mixte technologique fromage de terroir. Donc c'est en fait des réseaux qui sont labellisés par le ministère de l'Agriculture et qui consistent à mettre en réseau des organismes à la fois de recherche fondamentale ou appliquée. Donc comme nous, on est plutôt recherche appliquée au niveau des instituts techniques, des établissements d'enseignement et puis ce qu'on appelle le développement, donc qui sont supports techniques régionaux qui interviennent directement auprès des acteurs des filières, à la fois producteurs, transformateurs et tous les techniciens qui les accompagnent. Donc en fait, donc le RMD, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, 15 ans qu'il existe. Donc on a eu une labellisation qui avait été renouvelée là jusqu'à 2024, et là même 2025. Et juste pour dire qu'autour des fromages de terroir, on a vraiment un axe qui est centré sur la production de fromage au lait cru et l'amélioration de la connaissance sur ces produits. Et donc je co-anime cet axe-là avec une personne qui est dans un institut technique qui travaille plutôt sur l'aspect transformation des produits. Donc en fait, on travaille sur les écosystèmes microbiens depuis pas mal d'années. Ça fait en fait même avant le RMT, plus d'une vingtaine d'années, où en fait l'idée c'est donc on travaille avec des experts et des techniciens pour avoir les retours du terrain et aussi diffuser les connaissances. Donc de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes microbiens dans le lait et les fromages au lait cru, donc de mettre à disposition des filières les outils pour gérer cette biodiversité. Donc dans l'idée, ce que j'ai dit, de favoriser la présence et l'expression des flores utiles pour renforcer la typicité des fromages au lait cru et en respectant les objectifs de maîtrise sanitaire. Alors, on a beaucoup travaillé jusqu'à 2009 à 2019 sur les liens entre écosystème lait cru de la ferme et la qualité et diversité sensorielle. J'y reviendrai. Sur la première partie, on avait beaucoup travaillé sur tout ce qui est lait cru et l'origine des microflores, comment gérer en fait cette partie lait cru, donc toujours en lien avec la diversité sensorielle. Et depuis 2014, on a travaillé, utilisé les nouveaux outils avec la dynamique omique et mobiliser ces outils pour mieux appréhender la diversité microbienne des laits, mais aussi au niveau des fromages et travailler sur les leviers au niveau des paramètres technologiques. Et en fait, jusqu'en 2019, on était vraiment dans nos travaux sur préserver, favoriser les microflores d'intérêt, et on voyait le sanitaire comme une sorte de prérequis. Et on se rend compte en fait que ce postulat-là, il est un peu compliqué en fait sur le terrain parce que ça nous amène à avoir des
démarche un peu séparée quand on gère le sanitaire et les microflores d'intérêt. Et en fait, ça dessert en fait les deux objectifs. Et l'idée, je vais y revenir, c'est vraiment de travailler globalement, en tout cas au niveau prévention. On ne parle pas quand il y a un problème sanitaire, mais en prévention de travailler sur ces deux objectifs. Pourquoi ? Nous aussi, enfin, il y a une pression quand même assez importante par rapport aux crises sanitaires qui peuvent se passer sur les fromages au lait cru. Nous, on est confrontés notamment à la problématique des Escherichia coli producteurs de Shigatoxine, donc les STEC, voilà, des menaces sur la filière lait cru qui ont amené à avoir des pratiques de plus en plus drastiques, notamment au niveau de nettoyage des infections, au détriment de cette biodiversité microbienne. Et donc, au détriment de la spécificité des produits, j'y reviendrai, des aspects bénéfices santé humaine également, des aspects qui méritent d'être encore mieux explorés, et même de la maîtrise sanitaire, puisque j'y reviendrai, les microflores d'intérêt ont un intérêt par rapport aux effets barrières, par rapport aux pathogènes. D'où l'idée de cet axe d'avoir une approche plus globale de ces écosystèmes microbiens, de la ferme jusqu'à l'atelier de la transformation, en ayant en tête l'objectif de qualité sanitaire et de préservation des microflores d'intérêt. Et puis, on a un volet spécifique, j'en parlerai pas, sur vraiment c'est des travaux qu'on va orienter là-dessus, sur les bénéfices santé des fromages au lait cru, et notamment par rapport à la biodiversité microbienne. Voilà. Et puis, on a un volet aussi dans cet axe-là sur ce qu'on appelle la patrimonialisation et la distinction, la reconnaissance des fromages au lait cru. Donc, il y a un travail également là-dessus pour les faire reconnaître comme valeur patrimoniale. Juste là, je vais peut-être passer parce que je pensais pouvoir faire un peu plus d'interaction, mais ça va être compliqué. Donc, juste rappeler qu'au niveau des laits, des fromages et du lait en particulier, donc on a différents types de micro-organismes, donc des bactéries, levures, moisissures, aussi des bactériophages, donc des bactéries, cellules prokaryotes et champignons, cellules eucaryotes, et donc les bactériophages, virus et parasites obligatoires au niveau des bactéries et qui peuvent être parfois virulents ou qui ne le sont pas. Donc, on a tendance à parler de manière classique au niveau des microflores, de les mettre en catégorie, même si les microbiologistes purs n'aiment pas forcément qu'on mette ce type de catégorie, mais ça nous aide en tout cas dans l'explication. Donc, quand je parlerai ici de nous, ce qu'on appelle la microflore utile d'intérêt, c'est vraiment tout ce qui va avoir un intérêt pour la transformation, l'affinage des fromages. Donc, en premier lieu, la flore acidifiante avec les bactéries lactiques, donc on les lactocoques, les streptocoques, etc. La flore d'affinage, levure, moisissure, et sachant que c'est vrai que selon les technologies, il y a des levures, moisissures qui peuvent être d'intérêt ou d'altération. Si on parle par exemple du mucor, nous ça peut être recherché dans les tomes ou le Saint-Nectaire par exemple, et c'est un gros défaut en technologie lactique. Voilà. Donc, selon les technologies, une flore peut être d'intérêt ou d'altération. Donc, on va retrouver au niveau des microflores d'altération la flore psychotrophe, donc capable de se développer à basse température. Et on retrouve notamment ici les pseudomonas qui peuvent poser problème en technologie lactique, pâte molle, voire pâte pressée non cuite, et des flores thermorésistantes, donc comme les butyriques, les coliformes dont font partie les Escherichia coli. Et puis, donc, dans la microflore pathogène, donc, nous, on a se visé, j'y reviendrai cet après-midi, par la réglementation, donc Listeria monocytogenes, salmonelle, entérotoxine de staphylocoque. Et puis, même si on n'a pas de critères réglementaires, les STEC producteurs de shigatoxine. Donc, on a de fait dans le lait et les fromages un ensemble de micro-organismes et pour s'intéresser à l'ensemble, on parle d'écosystèmes, en particulier d'écosystèmes microbiens, donc l'ensemble des micro-organismes qui vont interagir entre eux et avec l'environnement. Donc là, ici, dans le cas des laits et fromages, c'est la matrice physico-chimique
Et ici, comme on a une communauté microbienne, on parle d'écosystème microbien. Donc au niveau des fromages au lait cru, hein, on a bien différentes étapes allant du lait jusqu'au fromage affiné. On va de plus en plus en amont. Maintenant, on remonte jusqu'au sol pour étudier ces flux microbiens. Et donc à chaque étape, on va avoir donc un écosystème microbien donné qui va dépendre de l'ensemencement à l'étape considérée, l'ambiance, du matériel utilisé, et après ça va être dépendant en fait selon les étapes. Donc au niveau des laits crus collectés à la ferme, on va bien avoir donc des réservoirs de flore, j'y reviendrai, et leurs origines. Et ça va être modulé par les systèmes, les pratiques d'élevage. Ensuite, au niveau du report, au niveau des laits de cuve, donc avant ensemencement, modulation par le report, le mélange, et puis la transformation par les paramètres technologiques, l'ensemencement, l'ambiance, matériel utilisé, puis les fromages affinés également, avec la conduite d'affinage. Et en fait, l'écosystème microbien à une étape va dépendre de l'écosystème microbien qu'on a à l'étape précédente. Et du fait qu'on soit en lait cru, en fait, on a un continuum entre toutes ces étapes, ce qui est la particularité donc, de ces fromages au lait cru. Et de fait, la qualité d'un fromage affiné ou frais d'ailleurs, enfin au niveau des produits finis, va dépendre de la qualité, notamment microbiologique, des laits crus collectés à la ferme. Donc quand on dit qualité, c'est qualité sensorielle et la diversité sensorielle, la qualité sanitaire, si malheureusement on a des pathogènes, et puis donc j'en ai parlé, je l'ai évoqué, les bénéfices en termes de santé humaine qui restent à mieux explorer. Donc juste pour vous illustrer, là c'est des études qui sont assez anciennes mais qui avaient permis de poser les bases hein, de l'intérêt justement de ce lait cru par rapport à la diversité. Alors c'est pas que qualité sensorielle, c'est vraiment diversité sensorielle au niveau des fromages. Donc là en fait c'était une expérimentation qui avait été conduite sur des fromages à pâte pressée cuite type comté, plus petit format, donc à l'INRAE, où ils avaient travaillé sur 3 types de lait. Du coup avec des niveaux de microflore différents bien sûr, entre microfiltrés, pasteurisés et les crus. Et ce qu'on voit en fait par cette représentation, c'est qu'on a bien par le jury de dégustation une différenciation à 6 mois entre les différents types de fromages selon qu'ils sont à base de lait pasteurisé, microfiltré et les crus. Et sur les fromages au lait cru, l'intérêt d'avoir donc des niveaux de protéolyse fine, alors c'est pas représenté ici, et d'acides gras volatiles plus importants, des intensités d'arômes et de piquants plus élevées. Et ils avaient mis en évidence une corrélation entre ces caractéristiques sensorielles avec des niveaux plus hauts en population de lactobacilles mésophiles, de propioniques et d'entérocoques. Et en fait, bon, c'est pas représenté ici, mais ils avaient montré en comté qu'en fait, même si dans les laits, il y avait peu de lactobacilles finalement au niveau des laits mésophiles, ils arrivent ensuite à croître au moment de l'affinage et à même devenir dominants. Donc même s'ils sont peu présents dans les laits, ils ont un rôle potentiel ensuite important. Une autre expérimentation où là l'idée c'était de s'affranchir de la matrice physico-chimique, donc en travaillant à partir d'un même lait microfiltré pour avoir la même matrice, et ce lait microfiltré a été ensemencé avec 3 microflores, donc des rétentats de microfiltration de lait qui venaient donc de 3 fruitières, c'est des fromageries différentes. Et du coup, ils avaient 4 types de lait, donc le lait témoin microfiltré, plus le lait microfiltré ensemencé, du coup, avec 3 types de microflores. Et à partir de ça, fabrication de 4 mini-fromages à pâte pressée cuite, type comté. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que là aussi, par rapport aux critères d'appréciation hein, au niveau sensoriel, c'est qu'on a bien une différenciation entre le lait en fait, qui est témoin, là déjà, microfiltré, et les autres 3 types de lait ensemencés au niveau des caractéristiques sensorielles. Et puis, surtout, après, une différenciation
aussi entre ces trois types de lait. Et donc, avec peu de microflore, de fait, on a une pauvreté aromatique. Et avec différents types de microflore natives, on arrive à des arômes différents et même des caractéristiques de texture qui peuvent être différentes, donc une diversité organoleptique au niveau des fromages. Une autre expérimentation avait été menée, cette fois pour étudier l'interaction en fait, entre les laits et l'utilisation de levains soit dits sélectionnés, donc avec des bactéries lactiques sélectionnées, ou avec donc des levains naturels fabriqués au niveau avec des cultures sur sérum au niveau des fromageries. Et donc là, vous avez une représentation en fait. Donc il y avait en fait 3 paires de comtés à chaque fois. Donc les laits qui proviennent des 3 fruitières et avec donc deux types d'ensemencement, soit le vin naturel, soit sélectionné. Et de fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'encore une fois, on a des différences selon, au niveau organoleptique selon les 3 types de lait d'origine. Et là, vous avez représenté en fait en abscisse l'intensité aromatique, la perception du goût en ordonnée, et avec la taille du seuil, la richesse aromatique. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, donc quand on passe avec des levains naturels, donc là en majuscule, on augmente l'intensité aromatique, on a plus de richesse aromatique. Et de fait, c'est comme si on avait un effet amplificateur avec l'utilisation de levain naturel de l'effet de la microflore des laits crus. Donc là, je ne vais pas l'illustrer par des études, mais il y a des études qui l'ont prouvé, que ces communautés microbiennes ont aussi un rôle de protection vis-à-vis des pathogènes. Donc un effet protecteur inhibiteur lié aux micro-organismes eux-mêmes, par colonisation du milieu, la compétition par rapport au substrat, la production aussi de métabolites connus, bactériocides potentiellement inhibiteurs, et aussi par la qualité intrinsèque du lait elle-même, des inhibiteurs naturels, modification de l'environnement par l'action aussi des bactéries, pH, température, AW, donc avec un effet bioprotecteur. Et en fait, tous ces effets peuvent être combinés simultanément ou pas. Et donc, on parle de technologies à barrières multiples. Donc, il y a eu pas mal de travaux qui avaient été menés là-dessus sur l'Listeria monocytogenes, même staphylocoque. Et là, l'idée, c'est de reconduire ce type de travaux avec les nouveaux outils aussi dont on dispose. Voilà, donc je l'ai déjà dit et redit, donc l'enjeu, c'est vraiment de concilier la qualité sanitaire et diversité microbienne et tous les autres intérêts dont j'ai parlé. Et donc tout ça, ça va être au niveau du lait modulé par les conditions de production du lait. Et sachant que, je répète, cette richesse microbienne des laits crus, elle a aussi un effet protecteur inhibiteur vis-à-vis des pathogènes. Donc si on diminue cette flore, on va aussi à l'encontre de cet objectif de maîtrise sanitaire. J'y reviendrai sur la diversité qualitative et quantitative au niveau des microbiotes des laits. Et ensuite, on a en fait ce qu'il y a au niveau des laits crus, mais bien sûr tout ce qui se passe derrière en termes d'environnement, l'ensemencement, l'ambiance, paramètres technologiques, conduite d'affinage, vont moduler plus ou moins ces écosystèmes microbiens et aboutir à une diversité sensorielle des produits plus ou moins importante selon toutes ces pratiques. Donc, comment on apprécie ensuite ces écosystèmes microbiens? Donc, alors, on a des indicateurs très globaux, les germes totaux, je vais y revenir, mais qui ne sont vraiment pas spécifiques. L'évaluation de la présence de flore spécifique, donc en travaillant sur des milieux sélectifs. Donc là, on va en fait trouver ce qu'on recherche. Et en routine des tests qui peuvent être utilisés pour avoir en fait à la fois la présence des microflores mais aussi leur activité.
donc les aptitudes fonctionnelles avec, alors c'est des vieux tests, hein, soit le test de lactofermentation classique, donc 37 degrés à 24 heures, où on avait adapté ce test en technologie lactique pour se rapprocher des conditions de température 22 degrés. Et donc on a adapté le test pour avoir aussi une idée de l'aptitude acidifiante des flores présentes dans les laits. Pour avoir une idée de la diversité, enfin des équilibres microbiens plutôt dans les laits, il y a un indicateur qui avait été mis en place dans un projet Florac, je vais y revenir, et puis enfin les nouvelles méthodes dites omiques. Donc la flore totale, nous, enfin je pense que c'est la même chose ici, c'est l'ensemble des bactéries mésophiles aérobies qui se développent à 30 degrés, donc en 72 heures sur un milieu nutritif gélosé non spécifique. Donc ça nous donne vraiment une idée du niveau de contamination globale du lait, mais ça ne nous permet pas d'évaluer les groupes microbiens spécifiques. Donc ce n'est pas forcément toujours intéressant, en tout cas pour la transformation directement. Il vaut mieux aller aussi sur des flores spécifiques. Au niveau des tests, donc les lactofermentations, j'ai dit à 37 degrés, qui permettent de vérifier la qualité microbiologique du lait, voir la présence éventuelle de germes indésirables, d'identifier aussi parfois les causes associées, et à 22 degrés, donc les aptitudes acidifiantes. Donc l'intérêt de ça, c'est que c'est des tests rapides, faciles, peu onéreux, qui peuvent se faire facilement à la ferme. Voilà. Après, la limite, c'est à 37 degrés. Parfois, l'identification des germes n'est pas toujours évidente, mais ça donne déjà une première idée de cette qualité microbiologique. Donc, vous voyez, on obtient, en fait, après 24 heures à 37 degrés, différents types de gel, ou ça peut aussi, dans certains cas, et c'est même souvent maintenant, rester liquide, sachant que les laits sont pauvres. Donc, ce qui est recherché, c'est d'avoir ce qui est représenté là, gélifié. Et donc, on a d'autres situations, floconneux, digérés ou gonflés. Voilà. Donc, on a tous des procédures, de protocoles pour faire ces tests correctement. Alors c'est vrai que par rapport à l'aspect des gels, c'est mieux de se mettre dans des tubes en verre, mais c'est pas toujours facile. Mais on avait vu, nous, qu'il y avait un impact, en tout cas, si on se mettait en tube à essai en verre ou en plastique. Voilà. Bon, je vais passer vite, mais en gros, voilà, si on a un gel homogène, en gros, c'est que les bactéries lactiques ont une bonne activité et dominante, et donc un lait de qualité fromageable satisfaisante. Et à l'inverse, si on a par exemple un caillé digéré, ce sont plutôt les bactéries psychrotrophes qui se développent. Et donc là, on a des origines par rapport à ça. Déjà, le refroidissement, le report du lait, bien sûr, et puis en réservoir principal, enfin origine principale, l'eau, mais pas que, parce que après ça peut se développer dans la machine à traire, etc. Donc je vais passer vite un peu là-dessus. Donc à 22 degrés, voilà, on avait établi des repères qui nous permettent de voir si on était sur des laits très peu acidifiants ou peu acidifiants, et du coup d'adapter en fait les pratiques au niveau technologique selon comment se situe le lait. Donc j'ai indiqué donc le projet Florac avec l'indice relatif. En fait, l'idée, c'est de faire des dénombrements sur des différents milieux sélectifs pour avoir des grands groupes, les bactéries d'affinage, les bactéries lactiques, les levures moisissures et les bactéries à Gram négatif, qui sont en général plutôt les indésirables. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le dénombrement d'une flore donnée sur la somme de dénombrement de toutes les flores. Et donc, ça nous donne en fait des proportions de chacune de ces flores, ce qui nous donne une indication de l'équilibre microbien au niveau du lait. Alors, dynamique omique, donc je vais pas rentrer dans le détail de ces techniques, mais en fait, c'est c'est un outil qui a maintenant quelques années, mais qu'on a commencé à utiliser pour nos problématiques. Et là, on travaille directement en fait sur les gènes des micro-organismes. Et en fait, on travaille du coup sans a priori,
a priori, et donc sans a priori, et de fait, c'est pas comme sur un milieu sélectif où on va rechercher que certaines flores. Là, ça nous permet vraiment d'avoir une idée des différentes microflores en présence. Alors, selon les techniques plus ou moins fins, au niveau des genres, espèces, en général, et on a les flores dominantes, mais ça nous donne voilà, une idée plus globale de ce qui peut être présent au niveau des laits et des fromages. Donc cette technique a été utilisée dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Meta-POGO Cheese, qui est encore en cours de valorisation, où l'idée était de connaître la diversité bactérienne et fongique des laits et des fromages et des filières AOP en France, en lien avec les pratiques technologiques, et aussi d'initier l'utilisation de ces méthodes au niveau des filières fromagères. Donc pour ça, je vais passer vite, mais ça a été fait sur 44 AOP, avec 10 ateliers par AOP, donc 370 laits, 2291 fromages. Une enquête a été faite à la fois au niveau des pratiques de production, mais aussi au niveau de la technologie surtout, et donc une analyse des communautés microbiennes avec séquençage d'ADN au débit. Voilà, au niveau bactéries, mais aussi fongiques avec les levures et moisissures. Et c'était sur les trois espèces avec aussi des différents... Oui. Ah, pardon. Peut-être plutôt à la fin, si... mais du coup, il me reste un quart d'heure, c'est ça? Ok. Donc le traitement du lait cru, pasteurisé, thermisé, microfiltré, et puis aussi le type de production, si voilà, si on était en fermier, ce qu'on appelle fermier, nous c'est transformation vraiment du lait à la ferme, ou laitier, c'est-à-dire collecte du lait et après transformation dans une fromagerie. Donc il y avait les différentes familles technologiques qui étaient représentées en reprenant cette classification-là, donc des pâtes pression cuites jusqu'aux pâtes lactiques, croûte fleurie ou croûte lavée, pâtes molles, croûte fleurie, croûte lavée. Voilà, et puis analyse au niveau des fromages en surface et à cœur. Donc là, je vous donne les principaux résultats. En fait, ce n'est pas des résultats qui sont encore publiés, donc ça, c'est en cours. Donc j'ai quelques bribes d'informations. Donc pour vous dire quand même que même si on dit que, enfin nous aussi on est confrontés à ça, l'appauvrissement des laits en termes de germes totaux, même si quantitativement on a des laits plus pauvres, il reste quand même une grande diversité au niveau des laits et des fromages. Donc ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait au niveau bactérien 1230 espèces, et sachant que pour un lait donné, on peut avoir jusqu'à une centaine d'espèces bactériennes pour un lait donné. Là, c'est sur l'ensemble des laits qui ont été analysés. Donc 1360 espèces fongiques. Ce qui a déjà été analysé, c'est que le premier facteur qui joue sur la composition du microbiote au niveau du lait, ça va être l'espèce. Ça, on le savait déjà, hein, mais ça permet c'est-à-dire brebis, chèvre ou vache, on a des compositions différentes. Et ensuite, ça va être le facteur AOP et puis ensuite les pratiques d'élevage. Au niveau des fromages, donc il y a 820 espèces bactériennes et 333 espèces fongiques qui ont été mises en évidence. Ce qu'on appelle des corps microbiomes distincts, ce qui va être en fait le premier facteur, c'est la famille technologique qui va différencier ces différents types de microbiotes. Et au niveau de la richesse microbienne, donc la famille technologique, ensuite le type d'AOP et ce qui va être lié à l'AOP, donc la région, durée d'affinage. Bien sûr, entre cœur et croûte, on a des différences en termes de richesse bactérienne et fongique. Voilà. Ce qui a été mis en évidence aussi, c'est la topographie, les pratiques de soins au niveau des croûtes, utilisation ou pas de planches en bois, et méthode de salage pour certaines familles. Ensuite, ils ont regardé en fait ce qui était commun en fait entre les laits et les fromages en termes ici d'espèces bactériennes.
Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le lactococcus, donc lactis, donc le lactocoque partagé entre lait et fromage dans 84% des productions. Une majorité des espèces partagées ne sont pas des ferments, donc ce n'est pas des choses qu'on retrouve au niveau des ferments, qui viennent bien de flore dite indigène naturelle. Et il y a près de 15% de la diversité microbienne des fromages, mais qui représente en fait plus de 60% de l'abondance des microflores au niveau des fromages, qui pourraient provenir des laits. Voilà. Donc on a bien réétabli avec ce type d'approche les liens entre les crus, la diversité microbienne au niveau des laits et les fromages au lait cru. Alors, je vais passer maintenant plus à la partie connaissance des réservoirs et d'origine des microflores. Alors ça, je vais peut-être le faire comme ça, je ne sais pas. Donc là, je vais vous poser une question. Donc là, j'ai 2 vaches, ce sont des Normandes, mais peu importe. Marguerite et Pâquerette, qui sont élevées en fait au niveau de la même exploitation, donc le même bâtiment, la même alimentation. Est-ce que, d'après vous, le lait de Marguerite contient autant ou même les mêmes micro-organismes que ceux de Pâquerette? Oui. Ok. Et pourquoi? Parce qu'ils mangent peut-être pas la même quantité d'aliments. Ah oui. Vous m'entendez bien? Pour ma part, moi, je pense que les 2 animaux sont complètement différents. Ils ont la même génétique, mais ils ne mangeront peut-être pas la même quantité d'alimentation. Ils n'ont peut-être pas la même digestion. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir les mêmes micro-organismes tous les 2. Moi, ça serait mon explication. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Puis après, Non? Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, et je vais y revenir, l'ensemencement du lait, il se fait quand même surtout à partir... Alors, on a déjà 2 cas. Pour ces vaches, on ne sait pas si elles ont des mammites ou pas. C'est la première chose. Donc, s'il y en a une qui est infectée, forcément, au niveau de son lait, on aura au niveau du lait individuel, sorti de la vache, une différence. Et puis après, en fait, alors vous m'avez parlé de l'alimentation, mais l'effet par rapport à nos microflores, et en particulier les microflores d'intérêt, va être plus indirect, sachant que l'ensemencement du lait, il va se faire à partir de l'extrémité du canal du Treillon, et surtout en sortie, en fait, donc après. Donc de fait, on ne sait pas... c'est quasi sûr que ces laits seront différents, effectivement, parce qu'elles peuvent avoir des morphologies de mamelles différentes, des treillons différents, qui fait qu'ils seront ensemencés de manière différente. Voilà. Et puis, ces éléments-là qui vont faire que, de fait, les laits sont différents. Donc ça m'amène à aller sur la partie ensemencement des laits et comment s'ensemence le lait cru. Donc en fait, nous on a tendance, donc comme je l'ai dit, quand la mamelle, quand il n'y a pas d'infection mammaire, donc on considère, en tout cas sur la partie supérieure de la mamelle, que le lait est stérile, même si c'est un peu remis en cause, que le lait s'ensemence surtout en fait au niveau des flores du canal du Treillon, de la peau du Treillon, et donc à l'extérieur, et avec 3 réservoirs d'ensemencement direct. Donc nous on appelle ça réservoir, donc c'est le Treillon, l'ambiance, l'air et le matériel de traite. Et après, ces 3 réservoirs, donc ils sont déjà pas indépendants entre eux, ça s'alimente entre eux, et ils vont être alimentés par différentes origines de micro-organismes. Donc, effectivement, il peut y avoir, via l'alimentation des animaux au niveau indirect ou direct, puisque derrière, alors selon, ça dépend des micro-organismes, mais qui vont se retrouver au niveau
il peut y avoir portage pour certains, et notamment pour des pathogènes, et après, ou simple transit, et passage aussi au niveau des fesses des animaux. Un développement qui va se faire au niveau de la litière. Et de fait, le treillon va se retrouver contaminé ou ensemencé, selon la flore dont on parle, et le passage va se faire pendant la traite. On a bien sûr le treilleur qui va avoir un impact avec ses mains, l'eau et sa qualité. À la fois, on peut mettre aussi au niveau de l'alimentation, enfin l'abreuvement des animaux, par rapport au tube digestif, mais l'eau aussi, surtout, utilisée pour le nettoyage de la machine à traire, du tank calet, donc l'installation de traite. L'ambiance qui va être aussi en interaction. Et au niveau du matériel de traite, donc différents apports et où peuvent se développer des biofilms. Alors, donc, par rapport aux différentes études qui ont été menées sur le réservoir Treillon, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ce réservoir était intéressant dans le cas de Treillon sain, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de staphylocoque aureus, voilà. On a les micro-organismes d'intérêt qui sont majoritaires et avec des bactéries d'affinage, donc intéressant pour derrière l'aspect sensoriel des fromages, et aussi des bactéries lactiques avec des micro-organismes indésirables et pathogènes qui sont sous dominants. Et donc c'est pour ça que, en fait, dans certaines filières fromagères AOP en France, ils ont beaucoup essayé de travailler sur la préservation de ce réservoir Treillon. Et j'y reviendrai. L'idée, c'est de venir, notamment avec des vaches ou des chèvres, voilà, les plus propres possibles à la traite pour avoir des treillons propres et secs derrière, et de limiter aussi des pratiques d'hygiène au moment de la traite qui peuvent être drastiques et pour préserver ces microflores. Voilà. Donc, donc là, on va le faire si vraiment on maîtrise bien en amont. Ça, c'est important. Au niveau des facteurs de variation, on a un lien direct entre les niveaux de groupes microbiens au niveau de la surface de couchage et sur les treillons. Plus de flore en bâtiment qu'en moment du pâturage, mais là c'est vraiment en termes quantitatifs. Donc des différences selon la surface de couchage, le bâtiment. Au niveau du litière, il y a toujours un développement, comme je l'ai déjà dit. Je vais passer plus vite du coup. Au niveau de l'ambiance, on a des niveaux similaires et élevés de groupes microbiens indésirables et d'intérêt. Et la particularité au niveau de l'ambiance, c'est qu'on va apporter plus de levure et de moisissure par rapport aux autres réservoirs. Sur la machine à traire, comme je l'ai dit, c'est les biofilms. Donc pour ça, on a différents moyens d'apprécier la flore mobilisable de ces biofilms en faisant circuler soit de l'eau ou du lait UHT. Et donc ce qui avait été mis en évidence au niveau bovin, c'est qu'on a des niveaux plus faibles, donc au niveau de cette communauté microbienne, avec souvent des niveaux similaires entre les indésirables et les flores d'intérêt, donc ce qui est un peu compliqué pour gérer ce réservoir. Au niveau caprin, on avait fait aussi des prélèvements, des analyses dans différentes fermes, et là vous avez représenté le lait d'une traite et à côté le lait UHT. Donc en fait, ce qu'on fait pour avoir une idée de la flore présente dans la machine, on fait circuler du lait UHT, on se met en position traite dans la machine et on récupère ensuite ce lait qu'on analyse, et donc ça nous donne vraiment ce qui est potentiellement mobilisable au niveau de la machine. Et en fait, on avait mis en évidence aussi que, déjà pas mal de similitudes entre les laits d'une traite et le lait qu'on fait circuler dans la machine à traire, donc quand même un rôle très important de la machine à traire par rapport à cet ensemencement du lait. Des différences forcément des staphylocoques à coagulase négatif qui vont être assez dominants au niveau des laits de chèvre, qui sont un peu moins présents au niveau lait UHT et machine à traire, mais qui sont quand même présents, parce que le réservoir, ça reste quand même l'animal. Et ce qu'on avait mis en évidence, je passe vite, c'est qu'on a au niveau de la machine un réservoir majeur de flore acidifiante, lactique, donc ce qui peut nous intéresser, notamment en caprin où on a beaucoup de technologies lactiques.
mais malheureusement aussi pas mal de pseudomonas. Donc, ce qui va avoir un impact sur les biofilms, hein, c'est en premier lieu la conception de la machine à traire et du système de nettoyage. Et donc ça, c'est important de bien le prévoir en amont, parce qu'une fois que c'est en place, après, on ne peut pas trop jouer dessus. Ensuite, ça va être tout ce qui est entretien, renouvellement du matériel, donc la caoutchouterie, etc. Et bien sûr, les pratiques de nettoyage, désinfection. Donc, nous, on avait fait des études, moi en particulier, sur cette machine à traire, ces biofilms en élevage caprin. Et on avait pu mettre en évidence les principaux facteurs de variation. Donc, ce qu'on avait pu mettre en évidence, et ça paraît du bon sens, mais c'est en premier lieu sur la conception des installations de traite, c'est avoir des installations les plus simples possibles, c'est-à-dire de limiter tout ce qui est raccords, joints, qui peuvent être des niches de flore indésirables, et de privilégier, quand on peut, des installations petites. La nature des matériaux va avoir un impact très important sur ces biofilms. Et donc, nous, en tout cas, on peut avoir des parties un peu plastiques dans les lactoducs, en particulier de ce qu'on appelle lactoduc d'évacuation. C'est en fait entre la pompe à lait et le tank. Et il y a moins nous, en tout cas, en France, il y a peu de normes sur cette partie-là de l'installation. Et on peut avoir des soucis, notamment des points bas à ce niveau-là. On avait mis en évidence qu'on avait moins de microflore sur les silicones par rapport au caoutchouc, ce qui est assez logique par rapport à la porosité du caoutchouc. Donc l'impact important de l'entretien, du renouvellement du matériel, avec l'importance de respecter les recommandations. Et nous, au niveau du nettoyage des infections matérielles, en fait, ce qu'on a tendance à voir, c'est que il faut bien entendu avoir un bon nettoyage du matériel avec tact, et surtout le séchage aussi le plus possible par rapport à la problématique des pseudomonas et la qualité de l'eau. Bien raisonner, l'alternance, mais j'ai vu ici que les pratiques étaient différentes. Nous, on avait mis en évidence qu'une alternance systématique acide-base pouvait favoriser les fleurs d'altération. Et nous, la désinfection, alors en plus de l'alcalin chloré, n'est pas systématique, loin de là. Et ceux qui le font de manière ponctuelle, on a pu voir que malheureusement, ça appauvrissait en microflore, et c'est souvent source d'irrégularité aussi pour le pouvoir d'ensemencement de la machine à traire. Voilà. Donc c'est à raisonner ça au cas par cas selon la situation sanitaire sur l'exploitation. Mais nous, ce qu'on cherche à avoir surtout, c'est un bon nettoyage et de bien maîtriser les paramètres de base. Voilà, donc là, c'est des ressources, si vous voulez aller voir plus loin ce qu'il en est. Donc au niveau de l'ensemencement des laits, donc comme j'ai dit, les travaux aujourd'hui s'orientent pour aller le plus en amont possible, en fait, pour avoir, comme je l'ai déjà dit, limiter des pratiques ensuite drastiques au dernier moment où on peut intervenir, c'est-à-dire la traite. Donc, je vais illustrer ça par... Donc, sur la qualité sanitaire, c'est vrai que les études jusqu'à présent sont encore faites quand même beaucoup là-dessus, où on étudie de manière séparée les pathogènes pour établir ce qu'on appelle les facteurs de risque par rapport à ces pathogènes et donner des recommandations en termes de bonnes pratiques d'hygiène avec la dernière barrière que constitue la traite. On a une étude récente qui a été menée, qui s'appelait le programme Amont Saint-Nectaire, qui a consisté à essayer d'avoir une approche un peu plus globale à la fois des microflores d'intérêt là et sur les pathogènes. Et ils ont travaillé sur des historiques d'analyse et d'identifier 2 types d'exploitation avec 2 classes donc sanitaires différentes, donc celles qui étaient plutôt en maîtrise sanitaire et d'autres non, je fais très court, et caractérisées par un ensemble de pratiques qui reflètent plutôt une cohérence globale au niveau de l'exploitation. C'est-à-dire ceux qui étaient en maîtrise sanitaire avaient un système fourrager plus cohérent par rapport aux besoins du troupeau, une alimentation du troupeau adaptée par la production laitière. Beaucoup d'éléments étaient ressortis au niveau aussi, on semble loin de la problématique qualité du lait, mais ça joue directement au niveau de la main-d'œuvre, en fait. Avoir la main-d'œuvre suffisante par rapport à la charge de travail, l'organisation du travail. Et il avait même été mis en évidence
que dans les exploitations qui avaient des soucis sanitaires, malgré une hygiène de traite plus, ce qu'on appelle nous intensive, plus drastique, présence de pathogènes. Et donc ça nous amène à aller vers une maîtrise de cette qualité microbiologique du lait qui soit vraiment globale et qui s'opère dès la gestion en fait, des surfaces fourragères. Alors, une autre étude pour aller plus loin encore sur voilà, cette maîtrise des flux microbiens, une étude qui avait été menée en Franche-Comté assez récente, dans 44 fermes, où ils ont étudié les flux microbiens du sol à l'herbe, au trayon et jusqu'au lait. Et en fait, ils ont regardé, en fait, là aussi, il y a eu utilisation de la métagénomique, et il y avait plus de 50% des genres qui étaient communs entre le sol, l'herbe, le trayon et le lait. Donc il y a bien un passage qui se fait entre ces différents compartiments. Et là, ce que vous avez en rouge, c'est les coefficients de corrélation, c'est-à-dire les liens, par des méthodes statistiques, hein, entre ces différents compartiments au niveau microbien. Et ils avaient mis en évidence en fait que ces liens étaient plus ou moins importants selon différents facteurs. Donc il y a les conditions environnementales qui vont jouer, l'altitude, le pH du sol, la diversité végétale. Et sans aller jusqu'au levier, ils avaient mis en évidence déjà quelques effets des pratiques agricoles, notamment ce qu'on appelle la pratique du post-trempage. Donc là, on était en comté, ils ne font pas de pré-trempage, de désinfection, mais en post-trempage, ça peut arriver. Et ils avaient vu que même le post-trempage pouvait avoir un effet de réduction du passage en fait, là, entre trayon et lait. Voilà. Le type de fertilisation a un impact. Et puis bien sûr, plus les animaux restent longtemps au pâturage, plus le transfert va être favorisé, donc de l'écosystème prairial jusqu'à celui du lait. Juste rapidement dire aussi que nous, enfin là c'est au niveau de l'Institut de l'élevage, on a mis en place une machine à traire pilote dans une salle, on dit laboratoire mais c'est une salle, donc c'est une mini machine à traire où on essaie de contrôler de fait les différents paramètres. On travaille sans animaux avec des mamelles artificielles et on a mis ça en place pour vraiment étudier les liens entre tout ce qu'il y a autour de la machine à traire et la qualité du lait. Et à l'intérieur de cette machine à traire pilote, on a un dispositif porc-coupon spécifique là, que vous avez représenté à l'intérieur pour vraiment étudier les biofilms, leur implantation, les destruction. Et donc on a mis en point l'outil et maintenant on souhaite l'utiliser pour étudier l'impact des différentes procédures de nettoyage, désinfection, de différents types de produits ou autres pour avancer sur cette problématique parce que jusqu'à présent on travaillait soit vraiment en laboratoire ou en exploitation. Et donc en exploitation, c'est difficile de faire la part des choses, les pratiques ne sont pas indépendantes entre elles. Et en laboratoire, on était très éloigné des conditions réelles. Voilà. Donc par rapport à cet objectif que je rappelle de maîtrise sanitaire et de favoriser les flores d'intérêt, c'est vraiment d'avoir cette approche globale et de plus en amont possible. Donc d'avoir des animaux en bonne santé, propres, avec une alimentation saine, adaptée, une haute qualité, donc avec les différents facteurs que j'ai rappelés là, pour avoir à la traite des trayons propres et secs et un environnement de traite, bien entendu, bien entretenu, contrôlé, une haute qualité. Tout ça pour maximiser les chances d'avoir un lait de qualité. 5 minutes. Donc, sur la gestion, cette fois, de la qualité sanitaire et après des microflores d'intérêt et comment c'est accompagné en France. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une certaine pression quand même par rapport aux sanitaires et il y a des démarches d'accompagnement qui sont en place. Alors, pour l'aspect curatif, c'est-à-dire en cas de présence pathogène, mais aussi de plus en plus en prévention avec des sortes de ce qu'on appelle il y a passeport les crus, passe les crus en fait, des recommandations à appliquer. Et l'idée, c'est qu'aussi dans ces démarches préventives, on y reviendra, soit de plus en plus intégré aussi quand même l'objectif de préservation de ces microflores d'intérêt aussi en combinant les deux. Voilà. Et on a aussi pas mal de travaux de recherche et développement, j'en parlerai pas ici, autour des fameux STEC dont j'ai parlé et de salmonelle. Sur l'aspect vraiment comment
travailler sur la microflore d'intérêt tout en garantissant la qualité sanitaire. Donc il y a eu un projet il y a quelques années, Florac, qu'on va remettre à jour d'ailleurs, qui a permis vraiment d'avancer sur cette question-là en travaillant avec des territoires pilotes pour travailler auprès de filières ou de fromageries qui ont vraiment cet objectif-là en tête, avec une démarche qui se veut collective et sur mesure et inscrite dans le temps. Donc, Florac, jusqu'à présent, focalisait vraiment sur la production du lait. Et nous, on va le remettre à jour en incluant aussi l'aspect transformation pour vraiment avoir toute la chaîne. Donc, voilà, c'est une démarche qui permet de connaître la qualité des laits des producteurs, leurs pratiques, d'apporter des connaissances et après de les faire évoluer. Donc, la qualité des laits, c'est avec notamment l'indice relatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, aujourd'hui, la démarche, elle se base sur un certain nombre de prérequis sanitaires, et c'est là-dessus qu'on va retravailler pour que... en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler avec tout le monde. C'est pas travailler avec une élite qui a déjà les prérequis dits sanitaires qui peuvent être à l'encontre des microflores d'intérêt. C'est vraiment de travailler l'ensemble. Et puis, en fait, après aussi, comme j'ai dit, d'intégrer la partie transformation. Donc là, en fait, c'est juste une illustration de ce qu'on peut avoir. C'est assez pédagogique pour les éleveurs. En fait, l'idée, c'est d'avoir des scores de 0 à 5 pour chaque combinaison de pratiques au niveau du couchage, des trayons, de l'ambiance. Et en fait, on intègre là, et on va vraiment raisonner en termes de flore d'intérêt, mais en prenant quand même en compte, si des pratiques sont dangereuses, on va quand même être dans le rouge, quoi. On va pas, même si on va favoriser des microflores, on ne veut pas non plus que ça se fasse au détriment du sanitaire. Donc voilà, on obtient ce type de représentation. Je passe un peu vite. Et donc, on a un nouveau projet qui s'appelle Assimilec, qui va se mettre en place. Là, on vient d'avoir l'acceptation pour le financement, où l'idée, c'est de travailler sur les 3 volets du transfert, la formation, l'accompagnement, mais aussi la sensibilisation des acteurs, mais aussi tous les intervenants qui peuvent intervenir en élevage et en fromagerie pour intégrer cette approche globale de préservation des flores d'intérêt et en respectant les objectifs de qualité sanitaire. Voilà, bon, ça je l'ai déjà dit. Et donc là, je vous ai mis à la fin, en fait, toutes les ressources qui sont disponibles en ligne, si ça vous intéresse, sur cette thématique des microflores. Donc, il y a des choses... Donc, on avait fait un ouvrage, ça remonte déjà sur la microflore du lait cru, qui est d'ailleurs traduit aussi... en anglais, et qu'on va revisiter dans le cadre du programme Assimilec, remettre au goût du jour avec tous les nouveaux travaux qu'on a fait depuis. Et on a aussi des fiches très pratiques sur comment prélever les flores de surface des trayons, voilà. Et puis, une nouvelle ressource aussi qui avait été mise en place dans le cadre du projet Adamos. Donc là, je vous ai mis le QR code, j'espère que ça marche. C'est maintenant un outil interactif qui est en cours de construction là. Alors l'objet, c'était vraiment de sensibiliser déjà les filières aux enjeux des écosystèmes microbiens. Et l'idée, c'est d'alimenter aussi cet outil avec les apports de connaissances sur ces écosystèmes et aussi de faciliter l'utilisation des méthodomiques en proposant, voilà, on a une question sur une filière donnée, quel est l'impact, par exemple, de la température de chauffage ou autre, comment traiter cette question avec ces nouvelles méthodes, voilà. Donc c'est un guide aussi par rapport à ça. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.